Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 23 juin 2024, dimanche soir. Voilà, j'ai fait une visio cet après-midi dans le cadre de la campagne. A été l'un des observateurs. Il a souhaité échanger avec moi en privé juste après, notamment sur le cas de l'Ukraine. Donc, Alain a affirmé soutenir ma candidature. Je voudrais lui remercier et en savoir un peu plus sur ce qu'il attend de moi. Donc, bonjour Alain, vous êtes en Ukraine, à Kiev, je crois. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner les raisons de votre soutien? Alors, bonjour, hein, bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Euh, Petite correction, je suis à Kharkov. Ah oui, Alors, Kharkov. voilà. Alors, est-ce que c'est loin? Alors, Kharkov, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancienne capitale de l'Ukraine. Mais beaucoup de gens vont dire c'est quoi Kharkov? En fait, les Occidentaux appellent ça Kharkiv. Parce que Kharkov, c'est en russe et Kharkiv, c'est en ukrainien. Mais il faut savoir qu'à Kharkov, tout le monde parle en russe. Donc, tout le monde utilise le nom de la ville comme Kharkov. Donc, moi, au quotidien, lorsque je parle avec mes amis ou les gens avec qui je travaille, on parle de Kharkov et non pas de Kharkiv. Donc, pour moi, c'est difficile d'utiliser un nom qui ne m'est pas familier. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas offusqués. Je ne suis pas un pro-russe, je vous le dis tout de suite. Mais j'utiliserai le mot Kharkov parce que c'est celui que j'utilise au quotidien. Voilà. Donc, je suis à Kharkov et Kharkov, on est frontalier à la Russie, on est à 50 kilomètres de la Russie. Et pour ceux qui s'informent sur ce qui se passe sur le front, vous savez que les Russes ont pénétré et ils sont à une trentaine de kilomètres de Kharkov. Donc, ils sont là, ils sont stationnés, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Voilà, bon. Donc, ça, c'est ma situation géographique. Maintenant, pourquoi j'ai retenu votre candidature? En fait, chaque fois qu'il y a des élections législatives, comme par miracle, les gens savent où je suis. Ça veut dire les gens connaissent mon adresse mail. Je reçois des mails de tout le monde, de LFI, de RN, de tout le monde. Ça veut dire Comme moi. là, voilà, comme par magie, les gens savent qu'il y a un petit Français qui habite donc à Kharkov et il est important parce qu'il va permettre de nous donner une voix. Donc on s'intéresse à lui et on le sollicite, on lui envoie des programmes et tout ça. Et après ça, c'est fini. Ce petit bonhomme a disparu. Il n'y a plus de Alain, il n'y a plus personne. Ça veut dire toutes les demandes que je peux faire, tout ce que je peux demander pour ma communauté, parce que sachez que je suis îlotier, donc j'ai un rôle avec des ressortissants français qui vivent dans 3 villes de l'Ukraine. Et lorsque je parle jamais en mon nom propre, parce que je suis quelqu'un qui aime ma communauté. Et lorsque je fais une demande, c'est pour tous les Français, qui sont en quelque sorte comme une circonscription. Mais bon, c'est pas le mot utilisé pour les îlotiers. Donc, ce sont dans mon îlot, on appelle ça. Et à chaque fois, il n'y a rien. Ça veut dire on m'a oublié. Et toutes les demandes que je peux faire passent à la trappe. Et il faut savoir que je suis un enfant né à l'expatriation. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai passé 40 ans de ma vie en Côte d'Ivoire. J'y ai fait mes études, j'ai démarré ma vie professionnelle. Et après la Côte d'Ivoire, les événements de 2004, vous savez, où il y a eu le début d'une guerre civile, j'ai été, on va dire, rapatrié par l'armée française. J'ai tout perdu en Côte d'Ivoire et il a fallu que je me refasse et j'ai choisi l'Ukraine, ne sachant pas qu'il allait y avoir la guerre, bien sûr. Donc, ça va faire maintenant 18 ans que je suis en Ukraine et j'ai tout recommencé à zéro, apprendre une nouvelle langue, nouvelle culture. J'ai fondé ma famille parce que j'avais pas d'enfants, j'avais pas de femme, enfin dire mariée, j'étais pas marié et j'ai tout refait en Ukraine. Et voilà qu'il y a cette guerre que j'ai pas demandé, que personne n'a demandé d'ailleurs. Et pourquoi donc la candidature de Marc? Parce que dans les programmes que j'ai pu lire, c'est le seul en 6e point qui parle de paix. Alors, il faut savoir que pour vous tous hein, qui êtes à l'étranger, vous n'avez rien à perdre. Ça veut dire quand vous vous levez le matin, c'est pas vous qui recevez des bombes sur la tête, c'est pas vous qui risquez de perdre votre entreprise, c'est pas vous qui risquez de perdre la vie. Donc pour vous, c'est facile de prendre des décisions en pensant que ça va se faire, mais ce sont les Ukrainiens et les Français qui vivent à l'expatriation qui sont exposés et qui meurent tous les jours sur le front. Donc moi, je suis par rapport à l'Ukraine, hein, ma circonscription est trop grande. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et moi, je ne parle pas ni pour Hong Kong, ni pour Singapour, ni pour la Russie. Ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle pour mon pays où je vis, l'Ukraine.
pour les Français qui vivent là. Et, euh, et j'aurais aimé, alors, je ne sais pas si cette fois-ci, si Marc est élu ou bien quelqu'un d'autre pourrait faire quelque chose que aucun autre député n'a pu faire auparavant, qu'on tienne compte en priorité, parce que je pense que euh, entre l'Ouzbékistan, Hong Kong ou quoi, je ne pense pas que les Français à Hong Kong vivent ce que les Français vivent en Ukraine. Ça veut dire être bombardés en permanence, coupure de courant, sécurité zéro, risque de problèmes, on va dire, atomiques avec la centrale à Zaporizhzhia qui est menacée, qui apparemment est sous le coup des bombes actuellement, depuis hier ou avant-hier. Voilà, donc tous les Français qui vivent à Hong Kong, on va dire Indonésie, Thaïlande, ne sont pas concernés par ces choses-là. Je pense que les députés devraient, lorsqu'ils ont une très grosse circonscription comme ça, lorsqu'il y a un événement majeur comme en Ukraine, devraient quand même prendre en considération prioritaire la vie au quotidien des Français qui vivent en Ukraine. Voilà. Alors, si vous m'écoutez, euh, prenez ça au sérieux parce que on n'est pas des, vous savez, on est des êtres humains quand même. Hein, je veux dire, on n'est pas des animaux. Tout à l'heure, j'ai échangé avec Marc et je vais donner un exemple. Vous savez, on a un zoo à Kharkov et les animaux de ce zoo sont rapatriés dans des zoos européens pour garantir leur sécurité, pour garantir leur confort et tout ça. Et nous, il n'y a rien qui est prévu. Il faut qu'on parte de soi-même. Ça veut dire qu'il faut qu'on parte à l'aventure. On n'est pas escorté ni par un, 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 convoi sécuritaire mis en place par l'armée française ou quoi que ce soit. Il faut qu'on parte de ses propres moyens. C'est ce qui s'est passé en février quand la guerre a commencé. Donc, et après, une fois qu'on arrive en France, vu qu'on est français, ben, on bénéficie d'aucune, on va dire, rien de plus. Si, on va avoir la CMU, mais c'est tout. Je veux dire, au niveau logement, au niveau rien, on va être traité comme un demandeur basique. Alors que quand un Ukrainien arrive en France, il est mieux traité qu'un Français qui arrive en France. Déjà pour moi, c'est une conception qui est très difficile à accepter. Donc, si vous voulez, quand je vois tout ça, parce que moi je suis resté, mais j'ai des gens de mon îlot qui sont partis en février, donc quand ça a commencé, et on est resté en contact avec WhatsApp. Et quand ils me racontent un petit peu ce qu'ils ont dû, par quoi ils ont dû passer, je vous avoue, ça, à des moments, je me disais, mais c'est quoi d'être français en fait? Parce qu'une grande puissance comme la France, on se gosse en disant que oui, la France avec sa démocratie et tout. Pour moi, ça disparaissait quand je voyais, pas factuel, parce que des témoignages de gens qui sont partis en France, qui ont quitté l'Ukraine, qui ont tout laissé. Voilà. Alors, je vous demande, les députés, c'est pas un jeu, c'est pas le Monopoly, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas. Il faut savoir que vous êtes responsable de Français et prenez vos responsabilités et occupez-vous d'eux. Alors moi, je vais pas demander euh, la mer à boire. Je vais simplement vous donner deux exemples. Avec les problèmes de la centrale de Zaporizhzhia, qui est bombardée, il existe des pastilles d'iode. Alors pour ceux qui savent, tant mieux, mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire à quoi ça sert. Ça sert, si vous voulez, à gagner du temps pour permettre à la personne de partir, donc de se protéger des radiations. Mais faut-il les avoir, ces pastilles d'iode? Et il y a des pastilles d'iode qui sont faites par l'armée pour les militaires, ce sont les plus efficaces. Ça fait des mois et des mois que je demande de bénéficier de ces pastilles d'iode. Je suis passé par mon consulat, je suis passé par plusieurs voies et aucun résultat. Je trouve ça complètement absurde. Surtout que le gouvernement français a distribué des pastilles d'iode aux soldats ukrainiens par tonnes. Alors là, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas par milliers de. Et me faire parvenir pour ma famille et pour d'autres familles en Ukraine des pastilles d'iode, je ne sais pas, c'est la mer à boire. Alors, pour être ironique, on fait parvenir des canons César, c'est des tonnes et des tonnes de matériel. On fait parvenir des groupes électrogènes, on fait parvenir du matériel mais énorme, une logistique de transport phénoménale, colossale. Et on y arrive. Et pour faire parvenir des tablettes de pastilles d'iode, on n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas. Soit la France, c'est Superman, elle ne fait que des choses, des travaux d'Hercule. Donc, et pour tout ce qui est des petites choses anodines qui nécessitent rien, pas d'argent, une logistique vraiment minime, on n'y arrive pas. Alors ça aussi, prenez ça
On Alors compte. pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce qu'ils vous donnent une raison? Ils vous ont répondu, vous avez fait une demande à votre député, vous avez fait une demande à l'ambassade, au ministère, Oui, vous avez eu mais des ça réponses? laisse. Non, c'est la politique politicienne. C'est noté et après aucune réponse. Et quand je creuse et je m'énerve, enfin m'énerver en guillemets parce qu'on ne peut pas s'énerver avec ces gens-là parce que ils raccrochent ou ils vous disent que voilà. Euh, on vous dit que tout ça dépend du ministère des Affaires étrangères. Donc à chaque fois, on reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Donc vous avez une représentation locale qui vous entend, qui vous dit on vous entend, on comprend votre demande, on comprend votre préoccupation, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend du ministère. Alors il passe la patate chaude au ministère des Affaires étrangères. Moi, je n'ai aucun contact avec le ministère des Affaires étrangères, malheureusement. Monsieur Séjourné n'a pas une liaison directe avec moi, je n'ai pas son contact direct. Et celui qui était avant lui, pareil. Voilà. Donc, je veux dire, pour nous, c'est pas à nous de se casser la tête pour pouvoir obtenir quelque chose. À partir du moment où on fait une demande, normalement, ça doit couler de source et on devra avoir le résultat, pas immédiat, mais assez rapide quand même. Parce que depuis le début de la guerre, on a livré combien de canons César et combien de pastilliotes? Zéro. Voilà. Et la pastilliote, c'est l'exemple que j'ai le plus facile. Euh, il y a 3 jours, il y a 2 jours, les bombardements sur la centrale de Zaparodia ont recommencé. Donc, pour moi, ça redevient une priorité. Voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plein d'autres choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Alors, euh, il faut remettre de l'ordre quand même. Il faut remettre de l'ordre, il faut remettre les boîtes à leur place. Et il faudrait que la personne qui sera députée pour notre circonscription prenne ça très au sérieux. Et c'est pas, je veux pas qu'on s'occupe particulièrement de moi, mais que cette personne-là considère l'Ukraine comme prioritaire par rapport à d'autres. Et cette personne-là aussi doit prendre en considération, puisqu'elle a la Russie aussi dans sa circonscription. Quand je vois Madame Jeuneté sur ses publications, on le sent quand on la lit, elle est pro-guerre et tout ça. Je ne comprends pas comment un député peut être député d'un pays pour les Français qui vivent en Russie et avoir, on va dire, ce discours-là, où on peut le lire elle ne le dit pas comme ça, mais on peut le lire. Je veux dire, il faut savoir, la personne Un doit discours rester, martial. voilà, la personne doit être neutre. Si les deux pays qui sont en guerre, c'est le même député, il faut savoir que cette personne doit être neutre. Parce que les Français qui vivent en Russie, vous allez m'excuser, on a beau dire ce qu'on veut de la Russie, ces Français ne vivent pas avec un automitrailleur AK-47 sur la tête, les obligeant à rester en Russie. S'ils restent en Russie, c'est qu'ils aiment la Russie, c'est qu'ils ont investi, ils ont travaillé, ils y trouvent leur bonheur, ils y trouvent leur vie de tous les jours est bonne, elle est bien. Parce que si leur vie était horrible ou quoi, mais ils partent. Je veux dire, il y a des avions, peut-être pas via la France, mais ils peuvent faire Moscou-Dubaï, ils peuvent faire Moscou. Il y a d'autres, il y a moyen de partir de la Russie sans aucun problème. Donc, je veux dire, il faut prendre conscience que tous les Français qui vivent en Russie, c'est qu'ils veulent vivre en Russie. C'est que ces gens-là, ils vont pas vous dire qu'ils sont pour la guerre ou qu'ils sont d'accord avec le régime en place ou quoi que ça, mais ils vivent en Russie. Il faut tenir compte que c'est leur choix. Ils ont décidé et ils veulent vivre en Russie. Et pour vous, députés, c'est pas votre problème de savoir pourquoi il part pas, pourquoi cette personne qui vit en Russie reste en Russie, elle doit partir. C'est pas vous qui devez faire ce choix-là, parce que cette personne s'est construite en Russie. Si vous lui donnez l'équivalent de ce qu'il gagne tous les jours en Russie et que vous lui dites quittez la Russie, venez vivre en France et quand vous arrivez en France, on vous installe dans les mêmes conditions dans lesquelles vous vivez en Russie, on vous donne chaque mois le même argent que vous gagnez en Russie, je pense que cette personne pourrait partir de Russie. Mais à partir du moment où le gouvernement français n'est pas capable de proposer ça à cette personne ou à moi, je ne vois pas pourquoi on va quitter les pays où on s'est construit. Et on ne vous a rien demandé pour nous construire. Je n'ai pas demandé au RN, au LFI, au LR, à qui que ce soit, 1 euro pour me construire. Je l'ai fait tout seul. Mais vous nous demandez de voter pour vous. Donc, c'est que vous avez besoin de nous, vous avez besoin de notre voix. Alors, vous allez me dire, lui, c'est qu'une voix, ça ne représente rien. Mais si c'est comme ça que vous prenez les choses, et c'est dommage que mon témoignage n'est pas diffusé à tous les Français de toute la 11e circonscription, parce que Ouais, il n'y a pas s'ils le cas. m'entendent, je pense que ce n'est pas une voix, c'est que vous allez perdre beaucoup de voix, peu importe le député. Parce que jouez votre rôle. Vous avez un rôle, vous devez le jouer. Si vous devenez député parce que vous allez avoir une retraite, vous allez avoir des conditions, quoi que ce soit, écoutez, vous regardez chaque matin dans le miroir, libre à vous de voir ce que vous voyez dans ce miroir-là.
D'accord. Voilà. Moi, je tiens à vous dire, j'ai 58 ans, je ne suis pas un enfant, je suis la géopolitique, je m'informe et je vous avoue que mon sentiment, c'est que on ne s'occupe pas assez des Français de l'étranger. Et là, je parle du Français qui vit à Hong Kong aussi et qui ont d'autres problèmes, qui ont des problèmes pour scolariser les enfants, qui ont des problèmes pour l'assurance maladie, qui ont des problèmes pour les retraites, qui ont des problèmes pour plein de choses. Vous voyez, vous imaginez par exemple en Ukraine un Français qui est, comment on appelle ça, qui est à la retraite, qui est venu s'installer en Ukraine pour avoir un certificat de vie, il est obligé de se déplacer à Kiev, à l'ambassade de Kiev. La France est incapable de faire parvenir un certificat de vie à quelqu'un qui vit à Odessa, ça veut dire traverser toute l'Ukraine pour obtenir un certificat de vie. Et il doit payer le train, il doit payer son séjour à Kiev. Mais allez demander à un Français de payer ne serait-ce que 1 € pour un document qu'il a le droit d'avoir gratuitement, vous allez voir la révolution que vous allez voir dans la rue. Et nous qui vivons à l'étranger, nous sommes obligés de payer pour récupérer nos passeports, pour récupérer notre carte d'identité, pour récupérer un certificat de vie. Pour tout document administratif, si on n'habite pas la capitale où il y a l'ambassade, on est obligé de se déplacer, de faire des heures et des heures de train. Par exemple, moi, si je prends un train pour aller à Kiev, j'ai 5 heures de train aller et 5 heures retour. Et les horaires de train ne correspondent pas aux horaires d'ouverture d'ambassade. Bien souvent, je suis obligé de passer la nuit à Kiev. Alors, quand vous voyez combien ça me coûte pour aller récupérer un simple passeport, n'importe quel Français qui m'écoute, je lui dis, tu dois payer cette somme pour récupérer ton passeport, je ne pense pas qu'il va être content. Alors, essayez, je ne sais pas, faire parvenir un passeport à un citoyen français. Il y a des sociétés comment on appelle ça, très sérieuses comme DHL, FedEx, qui peuvent transférer les documents en toute sécurité avec une signature. Mais non, vous ne voulez rien changer. Ça veut dire que les lois qui ont été faites en 1960, en 2024, en 1960, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, il n'y avait rien de tout ça. Vous gardez les mêmes choses. Vous ne voulez rien changer. Rien changer. C'est-à-dire que pour obtenir un passeport, il faut se rendre à l'ambassade, il faut signer le bordereau de réception. Alors qu'il y a des choses plus importantes que des passeports qui se font où on n'est pas obligé de se rendre à l'endroit pour réceptionner. Si par exemple, vous traitez avec DHL et DHL, vous lui donnez la responsabilité que c'est un agent de DHL, vous signez devant un agent de DHL, mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Mais vous ne faites rien, vous ne voulez rien faire, vous restez sur vos trucs et les lois ont été faites par des gens avant vous et ne voulez rien changer. Bougez-vous. Facilitez la vie des Français à l'étranger. Facilitez-nous la vie. Vous êtes là pour ça. Faites votre job. On vous demande pas. Je ne demande pas à ce que vous me fassiez une promenade dans la fusée de Elon Musk. Non, je vous demande simplement de me faciliter la vie pour des documents, pour plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Alors, voilà, c'est ce que je Ouais, ressens. très bien, Voilà. merci pour ce témoignage. Je pense qu'il est valable pour beaucoup de Français qui sont retraités aussi en Thaïlande, par exemple. Voilà, quand il y a des problèmes de distance. Mais c'est vrai que le système de certificat de preuve de vie est vraiment complètement aberrant. Voilà. Merci pour ce témoignage. Comment vous, qui habitez en Ukraine, vous voyez la paix? Comment est-ce qu'on peut arriver à un accord pour avoir la paix? Mais honnêtement, je ne sais même pas comment quelqu'un peut penser à une paix pour pouvoir. Enfin, moi, je vais vous dire, je vais vous parler sans filtre. Hein. Pour pouvoir vouloir la paix, il faudrait d'abord que les deux personnes concernées puissent dialoguer, puissent comprendre, puissent partir sur une base de dialogue. Alors, elle peut remonter. Alors, pour ceux qui connaissent le problème ukrainien, hein, ça peut remonter à 2014, ça peut remonter avant, ça peut remonter après, ça dépend où vous prenez cette guerre. Parce que si vous la prenez en 2022, je vous dis tout de suite, vous avez tout faux. Maintenant, si vous la prenez en 2014, je vais dire, vous rapprochez de la réalité. Il faut prendre ça encore avant. Mais bon, ça, c'est chacun fait son histoire comme il veut. Mais je veux dire, pour qu'on puisse arriver à une paix, il faut prendre le problème de très haut et puis oublier tout ce qu'on va vous dire pour vous influencer. Ça veut dire que moi, déjà, je ne comprends même pas. Je ne comprends même pas pourquoi l'Europe et la France en particulier s'est engagée aussi profondément dans cette guerre alors qu'on n'a aucun intérêt. On n'a rien, on n'a rien. Moi, je vis ici, ça va faire 18 ans. Les intérêts français en Ukraine, c'est zéro. C'est zéro. Alors, si on fait ça parce qu'on a des accords, des alliances avec des pays étrangers, je pense que là, c'est pareil. Il faut voir ce qui est bénéfique, plus bénéfique pour nous
que négatif. Donc, pour pouvoir faire une paix, il faut déjà vouloir la paix. C'est-à-dire il faut que les présidents européens, américains, surtout américains, veuillent la paix. S'ils ne veulent pas la paix, ça ne sert à rien de faire miroiter qu'une paix est possible. Le mieux, c'est d'être belliqueux et de dire la vérité, qu'on en finisse. Je veux dire, ça ne sert à rien. Si on doit en finir, si on doit en arriver à une troisième guerre mondiale ou à une guerre nucléaire, ça sert à quoi de faire attendre les choses, à faire donner du stress aux gens? Démarrez votre guerre demain et puis on n'en parle plus et puis c'est terminé. Pourquoi vouloir commencer en 2025-2026? Commencez là maintenant et ça va aller très vite et puis on n'en parle plus. Et puis on passera à autre chose pour ceux qui vont rester debout. Mais ça, tout ce que je peux voir aux informations, tout ce que je peux entendre, les différents politiques ou quoi que ce soit, c'est écœurant parce que vous n'êtes pas là. Moi, je vous invite. Je veux dire, voilà, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vous invite, n'importe lequel, que ce soit Marc, que ce soit Bardella, que ce soit Marion Maréchal. Alors, je ne vous cache pas, je dis ces noms-là parce que j'ai toujours été de droite. Donc, depuis tout petit, j'ai toujours été de droite, depuis le RPR, hein, où j'étais en âge de voter. Donc, les autres noms, je ne connais pas. Voilà. Mais je vous invite à venir, à rester avec moi une semaine, quand pratiquement tous les soirs, après le couvre-feu, on commence à recevoir des missiles russes sur des infrastructures électriques, des dépôts, des ateliers des usines et aussi sur des logements, parce que c'est pas, les frappes ne sont pas chirurgicales à chaque fois. Je vous invite à venir avec moi. Quand on a 3 heures, 4 heures, 6 heures de courant par jour, je vous invite à venir avec moi, venir chez moi. Vous payez rien. Vous payez votre billet d'avion, arrivez, après le reste, je prends ça à ma charge. Je vais vous nourrir, je vais cuisiner pour vous. Je vais vous faire votre lit, je vais faire votre lessive, je vais tout faire. Venez simplement. Si vous avez le courage, venez. Et quand vous allez repartir en France, vous allez dire, voilà ce que vit un Français. Plutôt que dans votre hémicycle, vous n'avez même pas conscience de ce qu'on vit. Parce que quand vous envoyez les témoignages des reporters de toutes ces chaînes LCI et compagnie, vous pensez que ce qu'ils vous disent, c'est exactement ce qui se passe au mot près? Oui, à Kiev. Voilà, on va prendre la capitale Kiev. McDonald's est ouvert à Kiev. Je vous dis McDonald's parce que c'est un gros symbole. Vous avez H&M qui est ouvert à Kiev. Vous avez Bershka qui est ouvert. Ce sont des marques qui sont européennes que tout le monde connaît. Quand je vous dis ça, je vous dis ça parce que vous connaissez ça. Vous y allez régulièrement, vous y êtes allé, voilà. Mais moi, à Kharkov, McDonald's n'est pas fermé. On considère que Kharkov est une zone trop dangereuse. H&M n'est pas ouvert parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Bershka n'est pas ouvert parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Vous voyez, toutes ces grandes marques ne viennent même pas dans ma ville parce qu'il y a des centres commerciaux, hein, il y avait et ils étaient là. Et ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est trop dangereux. Et pourquoi, Alain, vous restez dans cette ville? C'est parce que vous êtes bien implanté, vous avez votre famille, votre business, vous ne pouvez pas partir, c'est ça? Pourquoi vous partez pas? Pourquoi vous rentrez pas en France ou vous n'allez pas à Kiev? Premièrement, tout ce que j'ai construit est à Kharkov, n'est pas à Kiev. Donc, si je voulais vivre à Kiev, quand je suis arrivé en Ukraine, je me serais installé à Kiev. Si je Hmm. choisis Kharkov, c'est parce que c'est cette ville qui m'a plu, qui a retenu, qui a accroché mon cœur. Quand vous arrivez dans un pays, j'ai commencé par la capitale, comme toute personne. Au bout de quelques semaines, j'y ai pas trouvé mon bonheur. Et j'ai dit, je vais quand même voir prospecter ailleurs. Et je suis arrivé à Kharkov et c'est cette ville-là qui a pris mon cœur. J'y peux rien. Ça s'est passé il y a 18 ans en arrière. Donc, j'ai commencé, j'ai construit tout ce que j'ai. Alors, vous me demandez pourquoi je pars pas? Parce que si je pars, qui va s'en occuper? Personne. Donc, c'est à l'abandon, ça va être à l'abandon. Et on peut me le prendre. Je ne veux pas dénigrer l'Ukrainien, mais vous avez tous entendu dire comment est ce pays. On peut me le prendre. Ça veut dire que lorsque je reviens, je vais dire c'était à moi. On va me dire monsieur, c'était pas à vous. Même si j'ai des documents qui vont le prouver. Je vais rentrer dans des combats juridiques, je ne suis pas sûr de gagner. Donc, je veux dire, si vous voulez, je reste là pour protéger, surveiller ce que j'ai bâti. Vous voyez? Et après, il y a des problèmes familiaux. Je vous donne un exemple. Mon épouse, elle ne veut pas partir parce qu'elle ne veut pas laisser sa mère. J'ai dit à sa mère, viens avec nous en France. Elle ne veut pas partir parce qu'on a encore la grand-mère. Donc, ça veut dire la grand-mère de ma femme. Donc, la mère ne veut pas laisser sa mère. Elle a 98 ans, je fais quoi? Je la transporte. Comment? Elle meurt en cours de route. Qui va en prendre la responsabilité? C'est moi. Parce que c'est moi qui ai exigé à ce qu'elle parte. Et ainsi de suite.
Donc, c'est pas si facile. Quand on nous dit, ouais, vous avez une annonce, la guerre a commencé le 24 février, le 19 février, vous avez une annonce comme ça de l'ambassade, oui, on vous recommande de partir. Mais c'est bien beau, on vous recommande de partir et après. On part comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on a, c'est rien, quoi. C'est du carton. Ça veut dire, on plie tout, on met dans une malle, on range la malle quelque part, et quand on revient, quand tout est terminé, on ouvre la malle, on déballe les cartons et on repart comme on était. Je veux dire, on repart. Non, c'est pas comme ça. La vie réelle n'est pas comme ça. Alors, pour les Français, vous allez. Mais il faut être expatrié pour connaître ce que je vous dis, pour savoir ce que je vous dis, ceux qui ne sont pas expatriés ne pourront pas me comprendre à 100%, sauf ceux qui ont un esprit ouvert, un grand esprit, ils peuvent me comprendre. Mais les autres, ils ne peuvent pas comprendre ce que je dis parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que vivre à l'étranger. Ils ont tout en France. Leur bureau, leur salaire, leur vie est en France. Mais moi, ma vie n'est pas en France. Ma vie est ici. Et si le système français a voulu nous mettre des députés pour nous, s'ils ont voulu créer des postes de députés pour nous, je demande à ce que les députés fassent leur job. Ça ne sert à rien de vouloir mettre des députés pour nous, pour que ça serve. On va dire, la France, elle a rempli son rôle démocratique. Elle pourra dire à tous les pays où elle va, nous, on a une démocratie super. On a même des députés à l'expatriation, on a des députés à l'étranger. Mais avoir des députés qui font rien, qui servent à rien, ça sert à quoi? Est-ce que lorsque un ministre des Affaires étrangères va aller, par exemple, dans un pays du Sahel et il va aller dire aux gens du Sahel, parce qu'ils sont en train de perdre le Sahel, oui, vous comprenez, les avantages, c'est qu'on peut mettre des députés, mais ils oublient après la phrase de dire, oui, mais les députés qu'on vous met, ils servent à rien, ils jouent pas leur rôle, ils font rien. Cette phrase, je l'entends jamais, je l'ai jamais entendue. Si je vais l'entendre d'un député qui sera contre Madame Jeuneté, qui est notre députée actuelle, qui va la critiquer sur son travail, bien que ce matin dans votre conférence, j'ai remarqué, vous avez jamais critiqué quelqu'un vraiment ouvertement. Vous avez toujours été respectueux. C'est aussi ça fait partie de votre caractère. Tout est à votre honneur. Mais je veux dire, c'est ce qui se passe tout le temps sur les plateaux de télévision. C'est ce qui se passe tout le temps. Vous avez des alliances, là, je me demande comment ça va fonctionner. Bon, là, on sort du cadre de député, ce qui me concerne. Bon. Mais je veux dire, qui va écouter mon message? Que ce soit donc une union des droites, que ce soit un député qui sorte du LR, ou bien qui sorte de RN, ou bien toi, vous, Marc. Moi, je m'en fous. La seule chose que je demande, c'est que l'un d'eux prend cette fonction au sérieux et décide de jouer son rôle. Ça veut dire qu'au bout de X temps, nous, les Français, on sera contents. On pourra dire, enfin, on a eu, enfin, moi je dirais, enfin, j'ai eu un député à la hauteur que je n'ai jamais eu, que je n'ai jamais connu, que ce soit macronien ou que ce soit des LR ou que ce soit, voilà. Et juste, ça, c'est un avis personnel. Là, si c'est un député donc de l'Union des droites, ça c'est une chose qu'il vous reste 3 ans. Et dans 3 ans, on va vous attendre au tournant. Soit vous allez réussir votre job, ça veut dire qu'en 2027, vous allez passer haut la main, même si des interventions étrangères vont vouloir tout faire pour que vous ne puissiez pas arriver au pouvoir parce qu'ils auront choisi Édouard Philippe ou ils auront choisi quelqu'un d'autre avec toutes ces organisations qui chapeautent le monde, qui gouvernent, qui veulent gouverner le monde. Vous voyez de qui je parle? Eh bien, si vous ne faites pas le job, mais en 2027, vous allez être balayé, mais vous allez disparaître. Ça veut dire que vous allez subir ce que Reconquête de Zemmour a subi. Ça veut dire que vous allez connaître l'euphorie, mais après, vous allez reconnaître vraiment vous allez tomber au plus bas. Parce que vous avez 3 ans pour montrer tout ce que vous avez pu dire pendant des années à partir. Là, je vais parler du RN, parce que j'ai voté RN pendant très longtemps. À partir de ce que Marine Le Pen disait au départ, et ce qu'elle dit maintenant, c'est radicalement différent. Si vous voulez avoir mal aux oreilles, avoir une otite à chaque oreille, écoutez ce que Marine Le Pen disait au départ et écoutez ce que maintenant elle dit. Donc, si c'est sa politique, je veux bien. Si elle veut mettre de l'eau dans son vin, je veux bien. Mais il faut savoir combien d'eau mettre dans son vin. Au moins, il faut que quand même il reste un peu de vin. Il ne faut pas que ce soit que de l'eau. Donc, moi, je vous dis, vous avez 3 ans, bossez, parce que 3 ans, vous devez montrer aux Français de France et aux Français de l'étranger que vous êtes des gens capables. Sinon, eh bien, vous serez pris pour des rigolos.
Et pour tout ce, pour ce que vous avez lutté pendant des années, ça sera anéanti en 3 ans. Parce que là, les autres, ils vont se régaler, que ce soit les Macroniens ou les LR, et ils vont revenir en force. Et là, si vous avez mis 20 ans pour faire ce que vous avez fait là, il vous faudra 100 ans pour, parce que on pourra dire, mais vous avez été aux manettes, vous avez été aux commandes et vous avez été incapable. Parce que là, on peut dire non, vous n'avez jamais été aux commandes, vous n'avez jamais été aux manettes. Donc vous avez cette excuse de dire, ah mais moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu cette fonction. Mais là, vous allez avoir pendant 3 ans certainement euh, beaucoup plus de choses. Enfin, vous pourrez faire beaucoup plus de choses que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Alors, si vous loupez le coche, ça c'est mon avis personnel. Je vous dis, il ne faudra pas après venir dire ah c'est pas de ma faute, ah on m'a pas laissé, non. C'est plus compliqué que ça. Voilà les mots qu'on entend toujours. Ah, c'est plus compliqué que ça. Rien n'est compliqué si on veut vraiment, on veut faire ce travail. Si on veut réussir, rien n'est compliqué. Moi, quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas la langue russe, parce qu'ici, on parle russe. Hein, je vous dis tout de suite, vous venez à Kharkov, on ne parle pas l'ukrainien, on parle le russe. Je ne parlais pas la langue russe. Je ne savais pas, je connaissais pas leur mentalité, je connaissais pas leurs habitudes, je connaissais pas ce que c'était 4 saisons, parce que j'ai quitté l'Afrique, la Côte d'Ivoire, où c'est 365 jours de l'année, c'est la même saison. L'alimentation, c'était colossal. Et ben, parce que j'ai voulu le faire, et ben, j'ai pu le faire. Pour vous, c'est pareil. Alors, si vous dites c'est colossal, si vous voulez le faire, vous allez arriver à le faire. Voilà. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, euh, considérez nous, les Français de l'étranger. Faites quelque chose pour nous, les Français de l'étranger. Ne faites pas quelque chose pour vous. Faites quelque chose pour nous. Parce que c'est nous qui vous mettons à cette place-là. Sans nous, vous ne pouvez pas être à cette place-là. Voilà. Si mon message, si vous avez compris mon message, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà un plus. Donc, réveillez-vous. Mais j'en veux à personne. Attention, hein, j'utilise ces mots-là parce que je suis désespéré. Attention, je ne veux pas être irrespectueux avec. Au contraire, je vous respecte tous. Mais je vous demande simplement d'ouvrir les yeux, grand, grand ouvert, et regardez vraiment ce que vous avez en face de vous. Penchez-vous un peu sur les problèmes que vous avez dans le monde et dans votre 11e circonscription avec le problème en Ukraine et en Russie. Voilà. Très bien, ben, je pense que le message est bien passé. C'est la raison pour laquelle je suis un candidat indépendant qui veut défendre les intérêts des Français étrangers avant les intérêts de partisans, des partis politiques du gouvernement. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quels que soient les députés qui soient élus partout dans le monde, et en particulier de notre circo, j'espère qu'ils feront passer, entre autres, les intérêts des Français étrangers de manière assez prioritaire, plus que leur propre parti. Très bien. Ben, merci Alain pour ce témoignage émouvant. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce que bon, Non, voilà, bah, c'est très complet. je pense avoir tout dit. Maintenant, si quelqu'un veut avoir des informations supplémentaires plus précises, c'est possible vous avez mon contact. Par contre, je ne voudrais pas non plus que ma vidéo soit diffusée parce que pour des raisons aussi de sécurité, je ne veux pas que ma vidéo soit diffusée partout, partout, partout et qu'elle soit reprise et mal interprétée. Et je vois bien ce qui se passe sur des plateaux télé. Je veux dire, si quelqu'un a quelque chose à me dire, qu'il me le dise en face. Ça veut dire, euh, voilà, il m'appelle, il me dit ce qu'il a envie de me dire et je lui réponds ce que je peux lui répondre. Voilà. Mais je ne veux pas que ma vidéo serve à autre chose que le message que j'ai Hmm. fait passer. Je ne veux pas qu'elle soit utilisée dans un cadre de propagande, dans un cadre où je la vois apparaître quelque part ou un truc comme ça. Non, parce que là, je vous avoue, je ne pourrais pas vous attaquer parce que je n'ai pas les moyens juridiques. Mais là, le jour où j'aurai l'accès de pouvoir, cette personne-là, je pourrais lui polluer tous ses réseaux sociaux. Ça sera facile à faire. Voilà. Donc, respectez-moi comme je vous respecte. Je vous fais un témoignage parce que c'est le rôle aussi c'est votre rôle à vous, député, de nous écouter. Donc, je fais un témoignage, mais ce n'est pas un témoignage que je fais pour tout le monde. Je fais un témoignage pour certains députés de ma circonscription et que ça reste dans le cadre du privé. Parce que je vous fais ce témoignage-là de chez moi, dans le cadre privé. Je ne vous fais pas ça dans un. Je n'ai pas un bureau, je ne fais pas ça moi si je n'ai pas de parti, je n'ai pas de groupe politique, rien. C'est un homme qui s'adresse à un autre homme, celui qui va être député. Voilà. Alors, D'accord. respectez ça déjà, ça serait une bonne chose.
Et donc, je vous demande donc, que ça reste dans le cadre euh, privé. Vous pouvez la faire passer à d'autres personnes qui veulent se présenter comme candidats. Vous, vous êtes indépendant, mais si par exemple vous êtes en coalition et que vous sentez que vous n'avez pas le vent en poupe ou que les résultats ne sont pas favorables pour vous, si c'est un député donc RN qui va prendre la main, moi je vais voter pour vous. Euh, Si c'est un député RN qui va prendre la main, vous lui faites écouter en avant ou peu importe, mais je ne veux pas que cette vidéo-là soit, on va dire, utilisée pour montrer comment on appelle ça, le désarroi d'un Français. Je n'aime pas qu'on se plaigne. Je me suis fait Selon, tout ça. pour être clair, vous ne voulez pas que cette vidéo soit manipulée à d'autres fins de propagande diverses par d'autres candidats, c'est bien ça? Parce que cette vidéo, vous voulez bien qu'on la partage aux électeurs de la 11e circonscription pour cette élection, c'est bien ou pas? Oui, c'est ça. Je voudrais Donc, que les personnes qui sont susceptibles de devenir députés dans cette circonscription, dans l'Union des droites, oui, alors j'ai pas tous les candidats en tête, si vous voulez faire voir cette vidéo à ces gens, il n'y a pas de problème pour qu'ils prennent conscience du message, mais, je ne veux pas que cette vidéo-là serve de propagande ou quelqu'un dise, voilà, je vais répondre à ce que M. Yevon a demandé, je m'engage à répondre, parce que personne ne me connaît, je veux que personne ne me connaisse. Je d'accord, parle en mon nom, mais sous-jacent, je parle pour tous les Français, parce que je pense que tous les Français qui vivent à l'étranger, dans la 11e circonscription, ont des problèmes. Moi, j'ai les miens, eux, ils ont les leurs. Voilà, c'est tout. Moi, je donne mon message personnel. Je vous explique mon problème parce que je vis en Ukraine, mais mon problème n'est pas celui du Français qui vit en Russie ou qui vit à Singapour ou qui vit à Hong Kong ou qui vit, voilà. Donc, moi, je vous parle. Mais il y a des similitudes dans mes demandes pour ces Français-là. On a parlé, par exemple, du certificat de vie, de la remise des passeports et tout ça. Ça, je pense que c'est valable avec tous les Français qui vivent à l'étranger dans le monde, même dans les autres circonscriptions, parce que ça, c'est une loi française. C'est pas une loi qui est spécifique à l'Ukraine. Il y a des choses à d'accord. changer pour tout le monde. Voilà. D'accord. Donc, que l'on soit clair, ce message que vous venez de faire en vidéo, vous voulez bien le relayer à tous les électeurs de notre circonscription, mais qui n'utilisent pas pour faire d'autres propagandes à l'avenir, pour vous répondre, etc. C'est bien ça? Oui, enfin, quand vous dites Voilà. électeur, vous voulez parler de civils, de personnes Oui, oui, bien qui sûr. vont D'ailleurs, voter. je vais le mettre dans ma newsletter. Je vais le faire. Vous avez dit au début de la vidéo que vous ne savez pas comment, vous ne pouvez pas contacter tous les Français de notre circonscription. Ben là, vous pouvez parce que je vais leur relayer ce message. On est bien D'accord. d'accord? Mais on est bien d'accord. Mais il y a une chose, ne coupez pas le passage où je leur demande de ne pas après la réutiliser, de la remettre Voilà, sur donc WhatsApp, de la remettre sur qui n'en YouTube. prennent pas des extraits pour manipuler l'information, etc., etc. Voilà, là on est bien d'accord. Oui, oui, et parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin dans votre YouTube, dans le chat, il y a des gens qui sont venus polluer votre chat. Oui, oui, ça arrive toujours. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais moi, je suis pas là pour ça. Moi, je veux pas qu'on prenne mon nom et qu'on vienne polluer. Moi, je demande rien à personne. Ça veut dire ces gens-là, s'il y en a qui s'amusent à vouloir faire ça, je leur ai rien demandé à eux. C'est pas eux qui vont être députés. Eux, ils vont choisir pour qui ils veulent voter. C'est un témoignage que je fais, mais que ces gens-là respectent au moins, qu'ils aient le respect d'autrui. Parce que moi, je ne critique aucun électeur. Je ne critique pas celui qui va voter pour un tel, un tel, un tel. Je n'ai jamais émis de critique. Je vous fais part simplement de mes demandes par rapport à moi, à mon statut de Français vivant en Ukraine. Que ce soit bien clair. Voilà. Très bien. Mais merci pour ces témoignages. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'Ukraine. Et bon, j'espère que nos compatriotes de la 11e Circo verront ce message et que ça en réveillera certains. Merci beaucoup, Alain, Merci. Et et à très bientôt. je voulais dire que, hormis le député, on a un Français qu'on élit qui est le responsable des Français de l'étranger. Vous voulez dire conseiller des Français de l'étranger? Voilà, conseiller des Français de l'étranger. Alors, Bon, comment vous travaillez avec eux? Vous le connaissez? Il y en a un en Ukraine qui s'appelle David Frank. je le connais, c'est quelqu'un qui est vraiment très bien. Il est efficace, comment on appelle ça, il fait son job. Il fait un Mais travail de terrain efficace. oui, il est efficace, il reste en contact avec nous, il n'est pas parti non plus, il est là, il ne fait pas ça à distance, rien.
Mais ce que je voulais préciser, c'est que si lui, il n'a pas le rôle de député, il n'est que conseiller, il arrive à faire ce job-là, je comprends pas pourquoi un député qui a plus de pouvoir que lui Mhm. n'arriverait pas à faire au minimum, pareil que lui, ce qu'il arrive à faire. Ça, c'est une très bonne remarque. Voilà, parce que lui, il a beaucoup moins de moyens qu'un député aura. Et il arrive. Par exemple, je donne un exemple. Quand la guerre a commencé, le conflit a commencé, on avait tous des problèmes bancaires et autres parce que les banques étaient fermées. C'est quelqu'un qui s'est soucié de savoir si les interlocuteurs qui étaient restés en Ukraine avaient du crédit dans leur téléphone. Il était prêt. Alors peut-être qu'il avait des facilités à Kiev de prendre des recharges ou quoi. Il était prêt à donner des recharges, pas de l'argent, hein, parce il est sur Kiev, moi je suis sur Kharkov, mais il était prêt parce que ça peut se faire par téléphone, ça veut dire que quelqu'un peut vous créditer votre téléphone avec des unités. C'est la première chose qu'il m'a proposé pour que je reste en contact avec lui. Et je ne sais pas s'il a une subvention pour ça, je ne sais pas s'il a, comment on appelle ça, si il a un budget pour ça. Mais ça, si vous voulez, quand on est en panique, que la guerre commence le 24, que le 25, tout est fermé et que vous ne savez pas comment votre téléphone va fonctionner et autres, et que vous avez quelqu'un qui est sur place et qui vous dit, écoute, si tu as un problème au niveau des unités dans ton téléphone ou autre, je t'envoie, je te le crédite ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est rien, hein, je veux dire, c'est rien. Mais quand vous êtes dans ce désarroi, dans cette situation-là, c'est énorme parce que ça vous permet d'être connecté, ça vous permet de continuer à avoir Internet et continuer à avoir plein de choses. Et pour un député, s'occuper à savoir si ses ressortissants dans une guerre, dans une situation de guerre, quand elle commence, s'ils ont le moyen d'avoir accès à la communication, lui, il a eu le réflexe et personne d'autre l'a eu. Donc, euh, voilà, je veux dire, il faut savoir critiquer, mais il faut aussi savoir dire quand quelqu'un fait un Faut bon savoir travail. travailler avec tout le monde voir ceux qui font vraiment un travail de terrain en dehors de toute étiquette politique. Donc, c'est ce que je fais Voilà. aussi à Hong Kong en tant que conseiller des Français à l'étranger. Vous en avez aussi en Ukraine, il y en a partout dans le monde et dans notre circo. On espère que le prochain renouvellement sera bon. Voilà. Voilà. Donc moi, je tenais à faire savoir que ce monsieur-là, il fait le job. S'il y arrive, un député peut y arriver aussi. Très bien. Bon, je le salue par la même occasion parce que c'est un de mes collègues. Merci beaucoup, Voilà. Alain, et j'espère Ok, à très vite. ok. Au Allez, revoir. au revoir.